Donc, pour me présenter rapidement, moi, je m'appelle Sarah Huet. Généralement, j'anime ces panels. Je travaille pour Partech, qui est un fonds d'investissement. Et on réalise ces talks tous les mois. Et cette année, c'est principalement sur le sujet de l'impact, donc impact au sens large. Ce panel me tient beaucoup à cœur puisque en parallèle, je gère aussi toutes les initiatives de recrutement pour le fonds d'investissement. Et j'essaye d'avoir une démarche assez inclusive pour ouvrir un petit peu les voies sur ce sujet. Donc, j'accompagne les startups à recruter. Je pousse pas mal de candidats. On a lancé plein d'outils, dont un talent pool, des newsletters, des talent letters pour le fonds. Et donc, je connais bien puisque on travaille avec Iconoclast, on travaille avec Life for Good, on travaille avec France Digital sur ces sujets de la diversité. Donc, on est aussi en plein dedans. Chers speakers, je vous propose de vous présenter rapidement et puis après, on ira un peu plus dans le fond du sujet. Marie, du coup, tu es la première à ma droite sur l'icône, donc je te laisse la main. Merci beaucoup, Sarah, pour l'invitation et bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marie Taquet, je suis la CEO et la fondatrice d'Iconoclast. Et Iconoclast, pour vous dire très brièvement, c'est un nouveau genre d'école de commerce en 4 mois qui forme à tous les métiers du business développement, donc SDR, Sales, Customer Care, et que vous pouvez payer une fois que vous êtes embauché. Donc, pour le coup, en termes de diversité et d'inclusivité, je pense qu'on est assez bien placé. Merci Marie. Iconoclast, ça a combien de temps du coup? Vous avez monté comment il y a? Ça a 1 an et demi, on est dans la 4e promo aujourd'hui. Ok, super. Anne-Véronique, je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous, merci de l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc, moi, je travaille chez Google. Et du coup, chez Google, je suis en charge de différentes industries que sont le travel, l'automobile, le luxe. Mais aujourd'hui, je suis surtout là pour le rôle que je joue en tant qu'exec sponsor d'une des associations qui s'appelle Womenat chez Google. Et donc, c'est à ce titre-là que je pourrais vous parler de diversité. Super. On passe à toi, Antoine. Salut tout le monde, moi je travaille pour France Digital. France Digital, c'est la première asso de start-up en Europe aujourd'hui. On a pas loin de 2000 membres. Notre objectif, c'est de créer les champions du numérique. Et particulièrement, moi, je travaille sur le sujet de talent et aussi diversité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on attire les meilleurs talents au sein de l'écosystème, qui du coup ne se limitent pas aux meilleures écoles ou au top 5. Et comment est-ce qu'on les fait grandir au sein de nos boîtes, plutôt qu'ils partent pour des boîtes étrangères. Je suis désolé, Anne Verdic, notamment pour les GAFA. Je travaille avec plusieurs acteurs de la diversité sur ces sujets. On pourra en parler plus en détail avec plaisir. Super, merci. Et Gabriel, du coup? Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi, je suis responsable des partenariats et du coaching d'un certain nombre d'entrepreneurs chez Live for Good. On est une association de loi 1901. On accompagne des jeunes entre 18 et 29 ans à créer leur start-up à impact pour changer le monde. Donc vraiment un sujet au cœur de l'actualité et on est très enclin à pousser la diversité avec un peu plus de 40% de nos entrepreneurs qui sont issus de la diversité, justement parce que l'entrepreneuriat et l'ESS sont deux milieux où la diversité n'est pas au cœur, c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, mais on va avoir l'occasion d'en reparler aujourd'hui certainement. Ouais, alors les chiffres sont encore en effet assez mauvais sur le sujet, mais on en reparle juste après avec toi, Gabriel. Je voudrais juste revenir sur d'abord une définition de la diversité. Et je vais vous mettre dans le chat pour les participants. On partagera aussi l'étude de Judith Ripard qui a été réalisée sur l'écosystème Startup France avec 138 entreprises qui ont répondu à cette étude. Il y a pas mal de bonnes pratiques aussi. La diversité désigne la variété de profils humains qui peuvent exister dans l'entreprise, quelle que soit l'origine de pays, de région, de quartier, le patronyme, la culture, l'âge, le sexe, l'apparence physique, le handicap, l'orientation sexuelle, les diplômes. Et donc, tout ça me mène à ma première question pour vous, chers speakers. Est-ce que ces sujets nous touchent car finalement, on aimerait sortir d'un certain entre-soi? Je sais qu'on en a pas mal parlé aussi en préparant ce talk. Et là, je me tourne déjà vers Marie, qui a monté du coup Iconoclast. Et ensuite, je te poserai la question aussi, Antoine, parce que je crois que tu as aussi un parcours atypique et que tu essaies de pousser ça aussi. Et moi-même, j'ai un parcours atypique. Donc, est-ce que ces sujets nous touchent? Est-ce qu'on a envie de changer les choses? Et ça, c'est assez positif parce que du coup, on se dit que la vague arrive et que ça va changer un peu plus. Donc, Marie, est-ce que toi, tu as voulu changer les choses parce que justement, tu
tu t'es dit cet entre-soi, un, il n'est pas générateur de valeur, deux, je l'ai vécu et du coup, peut-être que j'en ai souffert et j'ai envie de changer les choses. Ouais. Alors, oui, je pense que de toutes les manières, moi, ça vient d'une expérience assez personnelle qui fait qu'en école de commerce, je me suis rendu compte qu'on était tous, pour tirer une grosse ligne droite, hein, des gens blancs qui sont fils de avocats, médecins ou en tous les cas, professions plutôt aisées. Et en fait, moi, je pense que quand on est tous des petits soldats qui sont un petit peu pareils, qui ont reçu la même éducation, etc., ça manque de richesse. Et c'est quelque chose qui était très important pour moi, en tous les cas, dans l'école, de remettre justement des profils qui viennent de divers horizons, qui ont divers âges, qui viennent même de divers pays. Et en fait, on se rend compte que l'enseignement est beaucoup plus riche avec des personnes très différentes. Donc oui, en effet, moi, ça vient de mon expérience personnelle en école de commerce. Et Antoine, du coup, je crois que tu as en plus, toi, un background super différent. Tu bosses chez France Digital, mais tu as un background aussi très impressionnant. Impressionnant, je ne sais pas, mais du coup, moi, je suis psychologue du travail de formation, donc j'ai fait une licence, une faculté de lettres. Je me suis retrouvé, je suis pas du tout à ma place. Quand je suis arrivé, je préférais pas forcément en parler. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un petit peu une force, mais c'est parfois difficile à mettre en avant. Et en même temps, je me dis et je te rejoins, Marie, je ressemble aussi au mâle blanc issu de CSP+, etc. Donc, la grande question que je me pose à chaque fois, c'est quelle légitimité j'ai à porter ce sujet, tu vois. Et au final, tu te rends compte que si tu veux vraiment faire bouger les lignes, il faut plutôt pas rendre en compte tes actions que vraiment d'où tu viens, ce que tu as fait jusqu'ici, etc. Et donc, en fait, tout le monde peut le mettre en place, je pense. Bon. Pareil, on a mis en place du coup plein de choses. Iconoclast et pas du tout encore fait pas pour l'instant partie des écoles de reconversion des bootcamps avec lesquelles on travaille. Mais Marie, on en reparlera après, je pense. Avec plaisir. Ah bah ouais, c'est l'occasion du coup de vous mettre en lien. Mais il y en a plein d'autres. On aurait pu inviter Maestro, on aurait pu inviter. Il y a plein d'écoles qui sont en train de se monter. Et ça nous vient aussi, je pense, de la vallée aussi, des États-Unis, où c'est beaucoup plus libéral, où on a on se forme tout au long de la vie. C'est des choses qui sont en train d'arriver en France. Est-ce que cette culture justement peut-être un peu de l'entre-soi, est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est propre à la France? Gabriel, toi, on en a pas mal parlé aussi quand on a préparé le talk. Est-ce que tu penses que, déjà, est-ce qu'on va vers le mieux, tu vois? Est-ce que tu vois une évolution des pratiques? Et puis après, on parlera un petit peu des outils que vous mettez en place chez Life for Good, justement, sur ce sujet. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, en effet, l'entrepreneuriat, on parlait des employés en start-up où déjà il y a pas mal de boulot à faire. L'étude, comme Judith, on est à 40% de femmes et si on prend l'origine sociale, c'est bien moins. Mais en entrepreneur, on est à 7% de femmes dans la tech entrepreneurs encore aujourd'hui. Donc évidemment, il y a du boulot en plus de l'origine. Alors, je te laisse ce sujet, Gabriel, que tu adores. Ouais, je l'adore, ouais. Et pour la diversité des études, moi, Antoine, j'ai fait de l'histoire médiévale, donc on pourra se parler aussi. Il y a des trucs à partager. Et ça ne m'a pas empêché de créer une startup dans la tech. Ouais, mais je te fais des petites surprises, Sarah. Bah ouais, c'est le principe du happening. Hein. J'adore. Et donc, ouais, en fait, ce sujet de la diversité dans l'entrepreneuriat a un impact. Il a plusieurs composantes très importantes. Le premier sujet, c'est qu'il n'est pas présent aujourd'hui. 85% des entrepreneurs à impact et des entrepreneurs d'ailleurs de start-up en France sont des CSP+, principalement parisiens ou lyonnais. Nous, ça nous pose deux problèmes. Ça pose un problème d'égalité des chances dont on vient de parler, Sarah, et qui est évidemment très important, mais ça pose un autre problème. C'est que vous savez quoi, pour inventer un nouveau monde, si on vient tous du même milieu et du même endroit, bizarrement, on n'y arrive pas. Voilà. Et donc ça, c'est pour moi un sujet fondamental, c'est que la diversité, ce n'est pas simplement une question d'ouverture et d'humanité, c'est aussi une question d'efficacité, d'innovation, de changement du monde. Et je pense qu'il faut vraiment l'intégrer dans les pratiques parce que sinon, on est un peu dans un principe qu'on connaît bien en France de charité. On se dit, voilà, je vais être généreux vis-à-vis de ces populations. Mais moi, en fait, je pense que, évidemment, c'est très important et c'est une valeur qui est là chez Live for Good, mais elle est aussi beaucoup là pour co-innover et pour changer le monde positivement en amenant de nouvelles idées et des idées qui sont juste incroyables. Je vous donne un exemple. J'étais en contact avec une startup hier. Ils ont inventé un sac. Et ce sac, il permet de mettre des récoltes de blé, de maïs, de tout ce qu'on veut qui sont en Afrique subsaharienne. Et au lieu d'avoir la récolte qui pourrit au bout de 6 mois, la récolte, elle se conserve. Le sac, il vaut 90 centimes. D'un point de vue tech,
Si on regarde le sujet tech, tout le monde rigole et dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Bah ouais, sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont pas ces sacs et que la réalité, c'est qu'ils perdent entre 20 et 30% de leur récolte en Afrique subsaharienne à cause de ces sujets-là. Bah, la personne qui a fait de ça, elle vient de Madagascar, donc elle connaît le sujet, elle l'a vu toute son enfance, elle connaît le truc. Nous, en Europe, avec nos idées, on aurait pu peut-être imaginer le truc, mais en fait, on ne connaît pas le problème, on l'a pas vécu, on ne l'a pas vu. Voilà. Et donc, un très bel exemple de la diversité, la capacité d'innovation, même en low-tech, qui peut permettre juste de changer le monde avec quasiment rien parfois. C'est Tigoun, c'est ça? On nous demande. Exactement, c'est Tigoun, ouais. Bah ouais, c'est ça, Morgane, c'est Tigoun. Donc la startup dont tu parles, Gabriel. Ouais. Pour rebondir là-dessus, notamment en fonds d'investissement, on a encore beaucoup d'hommes et peu de femmes, alors qu'il y a des marchés évidemment et sans oublier l'origine. Alors chez Partech, on est plutôt pas mal lotis parce qu'on a vraiment des gens de partout, mais on a la Femtech. La Femtech, c'est 50% de la population qui sont des femmes. Donc, si tu n'as pas des femmes en fonds d'investissement, et là-dessus, c'est Sista, on aurait pu inviter aussi quelqu'un de Sista qui se bat, moi je suis membre du collectif, mais qui se bat pour aussi plus de diversité dans les fonds d'investissement qui investissent ensuite dans les startups. Et donc, la Femtech, si tu n'es pas une femme, tu ne comprends pas bien à quel moment utiliser des culottes menstruelles et quel truc. Enfin, si tu ne l'as jamais vécu, je veux dire, c'est assez compliqué. Et là, je vais plutôt me tourner du coup vers Anne-Véronique parce que moi, j'ai quand même un sujet par rapport à ça et qui remonte assez prégnant sur une certaine discrimination positive, mais je pense que ça ne va pas vers le bon côté. C'est-à-dire qu'on embauche aujourd'hui plus de femmes, mais à des fonctions assez basses dans l'entreprise. Et donc, ça génère aussi pas mal de frustration. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, ce qui se passe en tout cas sur les fonds d'investissement, où il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent rentrer, comme tous les ans, en analyste. Les analystes aujourd'hui, c'est ces garçons qui essaient de rentrer me disent et me reportent, bah oui, mais c'est difficile parce qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement veulent, on va réussir à changer les choses. Si on change les choses plutôt en bas, est-ce que les comportements, la culture aussi, ça se change en haut? Et qu'est-ce que vous faites chez Google justement pour travailler ce sujet, notamment de la diversité? Alors cette fois-ci, pas géographique comme l'a mentionné Gabriel, mais plutôt cette diversité de genre. Oui, mais déjà, peut-être juste avant de répondre à ta question, Sarah, moi, je ne peux que cautionner et renforcer tout ce qui a été dit sur l'importance de la diversité, ne serait-ce que pour concevoir des produits qui vraiment répondent à tous. Et peut-être juste donner un peu l'éclairage de ce qui est fait chez Google. En fait, chez Google, quand on rentre, on fait tous une formation sur les biais inconscients. Donc, c'est 1h30 à 2 heures de vidéos et petits tests pour prendre conscience chacun de nos biais inconscients. Et en fin de compte, en fait, cet enjeu de la diversité qui a été pris assez tôt, je pense, chez Google, il est fait avec, bon, évidemment parce qu'il y a une conviction, mais aussi parce qu'il y a une conviction très forte qu'on ne pourra designer, concevoir, commercialiser des produits qui s'adressent à tous que si ces produits représentent vraiment tout le monde. Et donc, c'est le cas pour les ingénieurs qui designent les produits, c'est le cas pour les commerciaux qui les vendent. Et donc, en fait, cette volonté d'être vraiment divers, elle est aussi pour s'assurer qu'on s'adresse à absolument tout le monde, que ce soit en termes de genre, en termes effectivement d'orientation sexuelle, que ce soit aussi en termes de représentation de chacun des continents dans lesquels ces produits vont être utilisés. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse pour faire écho à tout ce que vous veniez de dire et pour dire que bah voilà, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est une préoccupation de tous et je pense que c'est super important parce qu'il en va aussi du succès de ce qu'on design. Et maintenant, du coup, pour répondre à ta question sur la représentation des femmes, donc c'est vrai, ben, vous le savez tous, hein, dans les métiers de la tech, il y a cet enjeu d'avoir une représentation des femmes. On sait qu'il y a environ plutôt 25 à 30% de femmes, donc on n'est pas réellement à parité. On sait que, et selon les métiers, hein, dans les métiers d'ingénieur, c'est aussi parce qu'il ben, y a moins de femmes qui choisissent ces parcours-là. Mais ce n'est pas seulement ça. Après, c'est aussi comment, une fois qu'elles ont choisi ces parcours et qu'elles ont intégré l'entreprise, on s'assure qu'on leur donne les mêmes chances de progresser, d'évoluer et qu'en fait, on les évalue selon les mêmes critères
Du coup, moi, ce que je peux peut-être évoquer qui fait écho à ça, c'est ce qu'on fait nous en termes de recrutement. Donc, on a notamment un outil qui s'appelle Pétale, qui est un outil qui a été développé en interne, qui permet en fait d'aller rescreener tous nos job descriptions pour s'assurer que le vocabulaire utilisé n'est pas trop genré, c'est-à-dire n'est pas trop… typiquement, si on prend un job de commercial, si on met en avant une ultra-compétitivité, voilà, et tout un vocabulaire qui ferait que ça fait peut-être plus écho sur des populations masculines que sur des populations féminines. Donc, cet outil-là nous permet d'aller rescreener la description de fonction et s'assurer qu'on va être en capacité d'attirer autant des hommes que des femmes sur les jobs. Après, toujours dans le recrutement, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure à la fin, donc quand on a une shortlist, qu'on a autant d'hommes que de femmes dans cette shortlist avant que le choix final ne soit fait. Et ensuite, donc sur tout ce qui est évolution, ce qui est super important aussi, c'est d'avoir des chiffres et c'est de regarder les chiffres et de s'assurer que quand on regarde les promotions, on a autant de femmes promues, enfin, on a le même pourcentage de femmes promues que d'hommes promus. Quand on regarde les augmentations de salaire, c'est la même chose, de façon à s'assurer qu'il y a quand même qu'il y a une équité, ou qu'en tout cas, qu'en tout cas, les choses sont faites en conscience. Et peut-être pour finir sur ce sujet-là, mentionner quand même l'apport qu'a eu la loi Pénicaud, qui, sur les grands groupes, nous oblige à regarder 5 critères qui s'assurent d'équité et de parité entre hommes et femmes, donc notamment sur tout ce qui est promotion, augmentation de salaire, parité dans les 10 plus gros salaires de l'entreprise. Donc, c'est aussi pour dire que il y a je vois qu'il y a une question dans le chat, donc que la loi est aussi aidante et qu'en tout cas, donc peut-être qu'elle concerne pour l'instant uniquement les grands groupes, mais je pense qu'en fait, ça permet aussi de donner l'exemple sur le marché. C'est ce que j'allais dire, Anne-Véronique, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible parce que vous êtes des milliers d'employés. C'est peut-être plus difficile quand tu n'as qu'une vingtaine de boîtes et qu'en fait, tu dois recruter peut-être ta première femme. Moi, la question que j'avais envie un peu de vous poser ici, c'est qu'est-ce que vous pensez des quotas? Et même si ce n'est pas du tout utilisé en France, ou en tout cas pas légal, est-ce que ça ne vaut pas le coup de les forcer un petit peu? C'est une question pour tout le monde. Hein. Alors là, du coup, moi, je donnerais un avis qui est personnel. Alors d'abord, par rapport à ton commentaire là, sur les grands groupes, c'est sûr qu'en fait, nous, on peut le faire parce qu'on est un grand groupe. Et en même temps, je pense aussi que si les grands groupes ne donnent pas l'exemple sur le marché, ça va être compliqué pour les autres. Et quand même, en tant que aussi futur employé d'une entreprise, je pense que les gens poseront de plus en plus la question, qu'on soit une start-up ou un grand groupe, de quelle est la politique de l'entreprise en termes de parité, en termes de diversité. Moi, je vais prendre mon exemple. En fait, à un moment dans mon parcours, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un groupe et dans le board, il n'y avait que des hommes. Je me suis quand même posé la question de quelle était leur vision de la parité et comment, est-ce qu'en conscience, ils étaient arrivés à cette situation. Et voilà. Donc, je pense que les grands groupes doivent donner l'impulsion parce qu'ils peuvent le faire et que ça aide aussi à changer les mentalités. Et bien sûr, je sais bien que quand on est start-up, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a moins de gens et donc du coup, créer cette diversité avec de plus petites équipes, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas sûr d'être d'accord là-dessus. J'aimerais bien juste réagir là-dessus. C'est que ça dépend où on est. C'est-à-dire que si on est une startup avec 10 collaborateurs, en effet, c'est plus difficile. Mais si dès qu'on crée la startup, on se pose cette question et on l'intègre dans son dispositif, je pense que c'est plus facile puisqu'on part de zéro. On a juste un océan bleu devant nous. Et donc, si on choisit de mettre au cœur la diversité, la clarté de la politique de rémunération et sa transparence, une gouvernance claire, en fait, on a un beau terrain. Donc, je me permets de le mettre au centre parce que j'entends souvent ce discours sur des startups tech qui disent « Ouais, mais pour nous, c'est difficile dans la tech, etc. » Il y a plein de femmes dans la tech, il y a plein de gens extraordinaires et il y a plein de diversité, mais ça dépend de quand on le fait. Si on le fait dès le départ, il me semble qu'on peut faire vraiment des trucs géniaux et moi, je vois des startups Live4Good le démontrer au quotidien, ça. Et c'est vrai que du coup, en fait, tout ça part d'une conviction. En fait, c'est est-ce qu'on a la conviction que la diversité, ça apporte de la richesse? Et c'est vrai que vous avez la chance de pouvoir construire en partant de rien, donc sans toute…
Ouais. Juste pour rebondir sur Morgane, j'ai du coup mis dans le chat l'étude qu'elle mentionne et qui dit que lorsqu'il y a une femme dans une liste de finalistes pour un emploi, elle n'a aucune chance d'être embauchée. Quand il y en a deux, les ratios sont complètement différents et ça reboulotte tout. C'est une étude, en effet, donc je l'ai postée dans le chat, qui est très, très sérieuse et qui montre que c'est des biais complètement inconscients qui nous arrivent. Je rebondis aussi et je vous partage, tu mentionnais des formations, Anne-Véronique, en interne. Je vous partage Gloria qui fait un super boulot sur le sujet. Je ne sais pas si vous les connaissez dans le panel, mais ils font des formations sur le non-bias et former les managers. Je pense que c'est capital aujourd'hui de travailler sur ce sujet et qu'on arrête de tourner autour du pot en se disant, si je te dis quelle est belle ton écharpe, est-ce que c'est du harcèlement, de la discrimination ou machin ou truc. Je pense qu'il y a vraiment merci Equally World aussi, Morgan, qui dit Equally Work. Allez voir tout ce que font ces gens, parlez-en. Et j'étais encore avec Mano Mano hier pour reprendre le talk que je faisais sur Clubhouse, qui nous disait qu'ils avaient eu aussi Gloria, et donc la fondatrice qui était venue pour les 650 salariés expliquer, répondre aux questions sur le recrutement non biaisé et qu'est-ce que ça voulait dire, et aussi sur les pratiques de l'entreprise. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui. Et c'est sain, c'est-à-dire que les gens ne se mettent plus juste la tête dans le sol à tout niveau, comme tu disais, Gabriel. Et dans l'étude de Judith, ce qu'elle montrait aussi, c'est que n'importe quelle taille de boîte, même si je suis d'accord avec toi, Véronique, les corpos, c'est bien qu'ils montrent, c'est ceux que je le plus aujourd'hui, c'est les plus gros, qui montrent le bon exemple. Pour revenir aussi sur ce que tu disais avec Pétale, il y a d'autres outils, alors là, qui ne sont pas mis, mais qui sont dans l'étude de Judith aussi, qui le font. Vous l'avez développé, du coup, Anne-Véronique, mais il y a des outils, je crois, assez cool qui le font, et vous retrouverez dans l'étude de Judith, mais on pourra les poster aussi dans le récap. Je parlais de la période en ce moment. A priori, la période met plutôt à mal la diversité. Ce n'est pas une période très propice. Jamais entendu autant parler. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Est-ce que vous pensez encore que le chemin est vraiment long? Ça reprend un petit peu ta question, Antoine, sur les quotas. Est-ce que déjà on peut mettre des quotas partout, tu vois, en termes de... Parce qu'on a beaucoup parlé d'origine sociale et de genre, mais il y a d'autres, j'en ai parlé en préambule, d'autres types de diversité, sur l'âge notamment. Iconoclast, je vois ton avis là-dessus. Est-ce que vous, et ça revient en parler d'outils, est-ce que vous mettez en place des trucs pour s'assurer que vos promos sont bien divers? Gabriel, je veux bien ton avis aussi sur quels outils tu mets en place pour t'assurer que ta promo est bien diverse dans tes fondeurs à impact. Donc déjà, Marie, je veux bien que tu rebondisses. Avec plaisir. Alors, nous, je pense que la première chose pour avoir des profils divers, c'est d'aller les chercher dans des sources d'acquisition diverses. Donc, c'est évident qu'en fait, si tu vas, nous, en tant qu'école, si on va juste pitcher chez Henri IV ou je ne sais où dans une prépa hyper qualitative, en tous les cas, selon certains critères, pour avoir des étudiants, c'est évident que de toute manière, on n'aura pas de diversité. Donc, nous, on connaît 3 types de diversité. La diversité de l'âge, la diversité géographique et la diversité des CSP. Donc, pour tout ce qui est diversité de l'âge, en fait, on s'assure aussi bien d'aller parler à des gens de 18 ans qu'à des gens en réorientation, qu'à des gens en reconversion professionnelle. Donc, aujourd'hui, chez Iconoclast, dans une promo, tu as des gens qui ont de 18 à 45 ans, pour te prendre l'exemple de la promo qui est aujourd'hui dans les cours. Dans les classes et en fait on sent que ça apporte vraiment aux autres, c'est-à-dire que les jeunes, par exemple les très jeunes, ceux qui ont 18 ans, ils n'ont pas forcément des barrières psychologiques, etc. Quand tu essayes de prendre ton téléphone, de demander des informations à quelqu'un que tu connais pas, d'aller faire du porte-à-porte, de faire du scrapping de data, ils s'en fichent des data. Et tu vois les personnes qui ont plutôt 30-35 ans qui s'inquiètent de ces problématiques. Du coup, ça apporte un vrai échange en fait de soft skills qui est hyper intéressant. Donc ça, c'est sur l'âge. Sur la partie géographique, on s'assure de parler aussi bien à des gens de Marseille qu'à des gens du 93, qu'à des gens de Paris 16. Pour qu'encore une fois, on ait des profils hyper différents. Et encore une fois, ça apporte, c'est ce qu'on dit depuis le début, mais ça apporte beaucoup de richesse
aux échanges. Et dernière chose, sur la partie CSP, on va beaucoup pitcher dans les lycées de banlieue, par exemple parisienne. Donc, on y va via l'association 100 000 entrepreneurs, pardon, qui nous donne accès en fait à des lycées, à des BTS dont on ne parle pas du tout. Et on va également beaucoup chez Pôle emploi. Donc, on a un partenariat privilégié avec Pôle emploi, ce qui fait qu'on peut s'adresser à des personnes qui sont un petit peu loin de l'emploi, voire un petit peu loin des études. Et pour nous, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, dire qu'on va chercher des pépites, c'est bien, mais si tout le monde les cherche au même endroit, ça ne va pas. Et je pense que c'est notre rôle d'école de pouvoir proposer aussi des profils très différents aux entreprises, parce que c'est sûr que si les entreprises, elles se servent que dans les top 5, bah, on aura une généralité, on aura toujours les mêmes profils. Nous, notre but, c'est d'aller screener tout le marché, tout ce qui se passe en fait de 18 à 50 ans. Et ensuite, on propose ces profils aux entreprises. Et aujourd'hui, ça marche plutôt bien en tous les cas de notre côté, puisqu'on a 97% de taux d'embauche à la sortie, ce qui est largement comparable à un taux d'embauche d'une école top 5. Donc, en tous les cas, moi, je milite vraiment pour que les écoles, elles aillent chercher les étudiants à d'autres endroits en fait, que les lycées parisiens. Bon, bah, Marie, je voudrais vraiment en profiter pour te remercier pour ton engagement et ce que tu fais pour l'écosystème. Moi, je suis une grande fan de ton travail et du travail d'autres sur le sujet, mais vous n'êtes pas beaucoup. Donc, je pense que c'est bien de vous donner souvent la parole, qu'on travaille. Enfin, je sais qu'on échange beaucoup avec vous sur des profils et on essaie de vous pousser à notre portefeuille aussi. On a aussi, nous, dans le portefeuille, la Holberton School, qui est un peu sur le même modèle, qui est du coup une école gratuite pour les ingénieurs qui s'est monté dans la vallée. Et maintenant, Julien, d'ailleurs, je fais un talk avec lui sur l'EdTech dans 2 mois. Tu m'as même pas invité, c'est une blague. Mais non, en fait, je t'ai pas invité. Mais franchement, tu peux revenir parce que le talk va être super. Mais c'est l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, OK, on en reparle après. Mais du coup, ouais, Julien, il revient. Et voilà, je pense que c'est singulier. On va parler après des résultats. Mais moi, je suis aussi convaincue du sujet et que l'entre-soi ne mène pas à des résultats puisque, comme le disait Gabriel, le monde est divers et les solutions sont diverses et les consommateurs sont divers, quoi. Donc, il faut aussi aller vers cette pluralité. Pardon. Vas-y, Gabriel, du coup, je te laisse prendre la parole. En fait, nous, comment on fait? On fait 3 grandes actions. D'abord, on va sensibiliser et travailler sur l'orientation professionnelle très, très en amont pour faire émerger des potentiels entrepreneurs à impact, parce que c'est aujourd'hui l'entrepreneuriat à impact, l'entrepreneuriat global. Si vous regardez Cash Investigation tous les 15 jours sur France 2, ça va être top, mais vous n'allez pas en avoir une vision qui vous donne envie. Donc, on va travailler très, très en amont sur, vous savez quoi, une entreprise, ce n'est pas forcément des gens qui défiscalisent à l'autre bout du monde, etc., etc. Ça peut être des gens qui veulent changer le monde très positivement et voilà ce qu'ils peuvent faire. Donc, la question du rôle modèle est aussi extrêmement importante. Montrer des jeunes qui parlent à des jeunes, etc. Et donc, arrêter d'être dans des dispositifs avec de la verticalité, mais mettre de l'horizontalité. La deuxième chose, c'est que dans votre process de sélection, il faut absolument que vous soyez évidemment dans une dynamique sur les potentiels et pas sur les acquis. Parce que si vous êtes sur les acquis, en fait, vous êtes sûr de jeter la diversité, parce que si vous cherchez que des gens qui ont Bac+5, qui ont fait une école de commerce, qui ont les compétences entrepreneuriales déjà définies, et d'ailleurs que votre modèle économique repose sur le fait d'avoir des startups qui fonctionnent et qui grandissent le plus vite possible, je vous assure que vous n'aurez jamais de diversité, ça c'est sûr. Donc nous, justement, notre modèle économique, ce n'est pas du tout celui-là. On est une association de loi 1901, on est financé par un certain nombre d'acteurs comme Partech qui veulent s'engager dans des dynamiques comme ça et aider à l'émergence de projets. Et donc notre modèle économique n'est pas au succès de ces entrepreneurs. Donc ça, c'est un sujet aussi très fondamental. Et on analyse le pourquoi les gens s'engagent en entrepreneuriat, leur potentialité et pas où ils en sont aujourd'hui. Puis la troisième chose qu'on fait, c'est évidemment d'aller chercher les candidats. Donc, bon, là, on va être très proche de ce qu'on s'est dit au préalable déjà, hein, mais d'aller les chercher. Donc, nous, on se comporte comme un cabinet RH. En fait, on va partout sur tous les réseaux sociaux et on va chercher les gens qui ne sont même pas au courant qu'il y a des dispositifs d'aide à l'entrepreneuriat. Alors, des dispositifs d'aide à l'entrepreneuriat pour les jeunes gratuits, là, ils tombent de leur chaise quand on les appelle, quoi. Mais sauf que si on les appelle et qu'on prend la peine d'aller chercher ces projets, il y a des projets juste extraordinaires. Et puis, le dernier truc, on parlait des quotas tout à l'heure, nous, on fait de la discrimination positive, mais complètement assumée, c'est-à-dire qu'on a tout un système de scoring pour rentrer dans le programme et vous pouvez obtenir jusqu'à plus 40% de votre note parce que vous venez de diversité. Donc là, il y a un scoring qui est fait des candidats et la diversité, on le fait vraiment par rapport à ce que tu disais, Sarah, c'est-à-dire qu'on regarde le profil moyen d'un entrepreneur, on regarde le profil de la personne et on regarde l'écart.
Nous, la diversité, ce n'est pas forcément être black et être dans un QPV. Excusez-moi pour le côté très cash, mais c'est important qu'on se le dise. La diversité, elle peut prendre plein de formes. Aujourd'hui, on en a une forme très médiatique qu'on connaît, mais il faut savoir la regarder sous toutes ses formes. Donc voilà, ça peut être des gens qui sont ouvriers, qui ont des parents ouvriers et qui sont nés dans une toute petite ville de province. Ça aussi, c'est de la diversité. Et donc, elle est aussi protéiforme, et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Est-ce que, et je trouve ça fascinant parce que finalement, bon, tu travailles un peu avec des quotas, mais Marie et toi, et on va revenir avec Antoine qui fait ce boulot-là comme moi pour des fonds et l'écosystème, c'est surtout, qu'on se le dise, c'est surtout une volonté. Donc Google, vous avez aussi une volonté d'y aller. Moi, je suis hyper engagée sur le sujet, Antoine aussi. Enfin, est-ce que c'est vraiment pas… Alors, vous, Marie et Gabriel, c'est le cœur même, mais je pense que il faut qu'on se dise et qu'on en parle que tout ça, en fait, tu le mets en place parce que tu as une volonté d'y aller. Et quand moi, par exemple, chez Partech, dans ma newsletter talent, je mets Iconoclast, je décide de mettre quelqu'un de Tech Fujis, on aurait pu les inviter là sur le talk parce que c'est aussi des acteurs de ce sujet avec des passés compliqués, mais qui sont des talents aussi. Eh ben, c'est de l'engagement. Et finalement, Antoine, je crois aussi que tu travailles sur ce sujet dans votre Talent Letter. Tu essayes d'aller chercher des profils qui ne sont pas toujours les mêmes, même si on est obligé, enfin, quelque part, on veut aussi des talents et c'est cette fameuse discrimination positive, il faut faire attention. Donc, je veux bien ton avis, Antoine, sur la question. Et pour rebondir, Gabriel, sur la magie de ce que ça peut donner. Donc, nous, on est partenaire de Life for Good. Donc, ça, c'est le fond. Et moi, j'ai découvert un super projet grâce à Life for Good. Donc, Pierre, je lui fais en plus sa pub. Et il vient sur le talk EdTech. Je n'en avais pas parlé à Gabriel. Il vient dans 2 mois parler du jouet simple parce qu'il cartonne. Donc, c'est la consigne et tu peux consigner des jouets. Donc, il fera partie du même talk avec Julien de la Alberton School, mais sur l'apprentissage tout au long de la vie. Et j'ai découvert un super projet et il se peut que je sois moi-même BA pour lui demain parce que je trouve qu'il est fantastique. On s'appelle toutes les 2 semaines du coup. Donc, tu vois, c'est ouvrir les vannes et je pense que sincèrement, en termes de résultats, on va en parler juste après parce que je vois leur tourne sur les résultats qu'on peut attendre de ces pratiques. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est des résultats à la marge, mais plus on saura à vouloir aller vers ces pratiques. Et donc, je te rejoins en fait, c'est de l'éducation, c'est d'aller éduquer ces fameux rôles modèles aujourd'hui qui n'existent pas suffisamment aussi pour la jeune génération. D'ailleurs, si vous avez des acteurs qui travaillent sur ce sujet, moi, je veux bien qu'on en partage, mais je pense que vraiment, le truc, il se fait au lycée, même voire avant, sur pousser les jeunes à être ambitieux, jeunes, à aller vers l'entrepreneuriat. Et sérieusement, je pense que l'éducation nationale fait un boulot formidable, mais on est encore assez loin du milieu de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Pour revenir, pardon, Antoine, je veux bien que tu nous parles un peu de ce que tu fais aussi pour la Talent Letter de France Digital. Et tu avais aussi une question, je crois, pour Marie, c'est ça? C'est pour Marie, mais aussi en fait pour Gabriel. De dire, tous les deux, vous parlez en fait de potentiel et de personnalité. J'imagine que vous avez peut-être des outils à partager. Ah bah Marie, elle a répondu, mais tu peux répondre en live aussi. Exact. Ouais, donc moi, très rapidement, en fait, nous, on regarde jamais le niveau d'études. Donc, on a même des personnes qui n'ont pas le bac, qui pour autant sont embauchées dans des boîtes hyper successful. Donc, nous, on regarde jamais ce qui s'est passé dans leur passé. En fait, on se concentre sur leur futur. Donc, dans un premier temps, on a un questionnaire de motivation sur le site pour être sûr que les personnes, elles aient envie de devenir commerciales. Ensuite, on leur propose un business case. Donc, tu es commercial chez Doctolib, tu es commercial chez Swile. Et en fait, présente-nous comment tu comptes vendre le produit. Donc là, c'est juste pour voir comment la tête fonctionne, comment ils réfléchissent et comment ils se débrouillent avec une situation qu'ils ne connaissent pas. Et puis, dernière chose, on a un entretien en live pour voir, voilà, encore une fois, la motivation. En 4 mois, en fait, nous, on ne peut pas tout changer. Donc, on s'assure quand même qu'ils aient très envie de faire ce métier. Mais en effet, on se base… En fait, puisque c'est un métier qui n'est pas scolaire, on ne se base pas sur des compétences qui sont scolaires. Ça n'aurait aucun sens de regarder les notes qu'ils ont eues au bac, etc. Et ça, je suis vraiment persuadée que dans beaucoup d'autres métiers que les métiers de sales, on pourrait le mettre en place. Autant en finance, il faut avoir un cerveau un petit peu matheux. Autant en étant sales, tu peux avoir une super personnalité, etc. Ne pas être scolaire et pour autant être un super sales. Et d'ailleurs, j'ai de très, très bons exemples. Ouais, ça sera intéressant d'avoir aussi des exemples de ceux qui réussissent bien versus leurs soft skills, le pragmatisme, tu vois, de sortir un peu franchement, si vous faites ça, de sortir un papier sur quel type de profil font les meilleurs sales, ça serait trop cool. Ouais, on bosse Nous, sur le du coup, on MBTI. sait. Ok. Ouais, métier de référence,
Je sais qu'il y a beaucoup SS First qui est utilisé aussi. Je pense à Rocket School qui fait à peu près la même chose que toi et qui passe par ce test-là. Il y en a plein. Et du coup, nous, on s'est entouré de pas mal d'acteurs de reconversion, de formation bootcamp comme ça, pour proposer un maximum de profils issus de la diversité, qui en tout cas ne venaient pas des grandes écoles, comme vous l'avez dit. On a sondé aussi notre écosystème. On a 60% de nos boîtes qui sont prêtes à recruter des profils en sortie d'école, en sortie d'école de reconversion en tout cas, sous prétexte que c'est des gens qui vont avoir une formation de 1 mois à 4 mois en fonction des différentes écoles, mais qui vont être très opérationnels parce qu'ils vont avoir été recrutés sur leurs soft skills et potentiellement le match avec la culture de l'entreprise, avec les besoins. Et ensuite, ils vont avoir été formés directement sur les compétences opérationnelles dont ils vont avoir besoin dans leurs équipes. Ça, c'est je pense, ce qui est essentiel et ce qui fait la grande différence, ce qui fait que c'est majoritairement appliqué et favorisé en ce moment. Et plus globalement, oui, pour les acteurs de la diversité, Sarah, tu posais la question. Moi, je pense à 15 Tech, qui en ce moment a un bootcamp pour favoriser la visibilité, la position des femmes CTO au sein de l'écosystème. L'idée, c'est vraiment, eux, à la base, l'idée, c'est de favoriser ce partage d'expérience entre femmes au sein de la tech pour raconter les success stories, montrer que c'est possible, montrer que c'est facile et se dire que plus on partagera, plus ce sera facile à mettre en place et à pousser. C'est en ce moment même et tout le monde peut s'inscrire, donc je vous invite à aller jeter un œil. Ils ont eu un site internet, une app, etc. Et par rapport à Parfait, merci. Par rapport à la newsletter, alors moi, j'envoie une newsletter à nos 500 plus belles boîtes. L'idée, c'est que ce soit 2 profils par semaine qui soient structurants pour accompagner la croissance. Parfois sur des profils internationaux, parfois non. Je ne regarde pas forcément le background et à la différence des autres talent letters qu'on peut trouver dans l'écosystème, je ne me centre pas sur ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Moi, la manière que j'ai de présenter les profils, c'est de me dire en fait, qu'est-ce que vous avez envie de faire et mieux je le définirai, plus j'aurai de facilité à vous faire matcher avec la boîte qui vous correspond le plus. Et donc, au final, ce que vous avez fait jusqu'ici, ce que vous avez fait avant, ce n'est pas très important. Et en plus de ça, généralement, c'est assez bien défini sur leur CV ou leur profil LinkedIn. Ce qui va être plutôt intéressant, c'est moi que je passe du temps à savoir qu'est-ce qui va les motiver, quel type d'entreprise ils vont chercher, quelles sont les valeurs dans lesquelles ils ont envie de se développer et qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre. Ça marche pas mal parce que ça switch la grille d'évaluation d'un truc de est-ce qu'il a déjà fait, est-ce qu'il peut le faire chez moi, à est-ce que cette personne va me ressembler, est-ce qu'elle elle correspond à ce que je recherche et du coup, est-ce qu'elle va s'épanouir chez moi. Et j'ai l'impression que c'est juste un prisme de perception qui change un peu la donne et j'espère favorise des connexions intéressantes. Est-ce que tu as des chiffres, du coup, si on commence à parler un tout petit peu de résultats, puis après je prendrai la question de Patricia, est-ce que tu as des chiffres et je sais qu'on en avait discuté, c'est très difficile d'essayer de traquer les talents et le recrutement de tes talents, justement, sur des talents qui peuvent être plus divers. Est-ce qu'ils arrivent à trouver chaussures à leurs pieds, sachant que la tech recrute beaucoup aujourd'hui Ouais, la différence, France Digital, donc on reste une association comme Gabriel Loi 1901, et donc ce service, on le propose gratuitement à l'ensemble de nos membres, en échange de leur adhésion à l'association. Là où c'est compliqué, c'est que du coup, je ne prends pas de fees, je ne suis pas un recruteur, je ne fais pas de placement, donc je ne fais pas un suivi personnalisé. Je suis en train de mettre en place des outils pour faire ce reporting, mais je pourrais te dire qu'à peu près, tiens, on a perdu Gabriel. Ouais. Je pourrais dire qu'on a à peu près... welcome back. Tu vois, par exemple, tout au long de l'année dernière, j'ai sourcé 500 profils qui sont passés non pas que dans ma newsletter, mais aussi dans la talent pool qui est associée à ça. Ça veut dire qu'il y a eu à peu près une 50aine de newsletters, une centaine de profils, et j'ai dû entendre parler d'une quinzaine d'eux qui ont été placés, qui ont été recrutés, etc. Sur des postes de head-off, C-level, VP, etc. Donc assez intéressant. Est-ce que je pousse beaucoup plus d'enjeux de diversité? Pas forcément. Je m'assure d'avoir une femme et un homme à chaque fois. Je m'assure d'essayer de sourcer des profils qui viennent d'un peu partout. Mais je pense que je pourrais faire carrément mieux. Ouais, c'est toujours une histoire de motivation, et tu l'as dit, de ta motivation et puis de la motivation des gens qui, finalement, je pense que comme les gens qui rejoignent Iconoclast sont super motivés pour tout défoncer, quoi. Ou même Life for Good, et du coup se donnent les moyens aussi, peut-être plus que quelqu'un qui a eu tout dès le départ. Finalement, c'est des gens aussi qui ont un certain, en eux, une motivation à toute épreuve pour y arriver, pour tout donner et puis pour s'adapter aussi. On est aussi dans des, je ne sais pas si vous avez lu les dernières études, mais
Les jobs, on ne les connaît pas encore. Alors, je crois qu'il y a 70% des jobs qui existent aujourd'hui, qui n'existeront plus demain. Enfin, on est vraiment dans un monde en pleine transition. Et donc, les gens qui réussiront à s'adapter seront ceux qui, voilà, sont peut-être ces gens qui ne sont pas tous les mêmes et donc qui ne viennent pas tous du même endroit, qui sont beaucoup plus agiles que potentiellement d'autres types de profils. Bon, je prends fin là. Vas-y Antoine. Ouais, pardon, je voulais aussi ajouter que tout à l'heure, on parlait du fait d'avoir des offres qui sont non genrées. Mais en fait, Oui. on se rend compte que dans l'écosystème, on a aussi énormément d'offres qui sont juste start-up formatées, on va dire. Et un des gros enjeux, c'est de sortir de start-up novlangue pour sensibiliser et de se dire qu'aujourd'hui, un Customer Success Manager, c'est plus ou moins une personne qui s'occupe du service client. Et s'il le lit de cette manière, il pourra se projeter, il pourra comprendre le job et il pourra se dire « Ok, ça me va bien ». Par contre, si on lui dit qu'il va être en charge du… Exactement. Et là, ça devient vraiment compliqué. Et, et donc, France Digital, je pense qu'il a ce rôle-là aussi de dire on va aller sensibiliser le grand public parce qu'on est censé représenter l'ensemble de nos entrepreneurs. Pardon. Et si nous, on ne le fait pas, en fait, malheureusement, on ne sait pas qui d'autre pourra le faire, ou en tout cas à un gros niveau, un niveau national. Et en ce moment, c'est un peu un de nos enjeux. Je pense que ça va dans les deux sens. C'est que, les écoles doivent aussi former à la culture du digital et à cette culture-là. Et donc, c'est à ces termes, ces nouveaux métiers qui explosent. Enfin, tu vois, le métier de product, alors, ce n'est pas forcément le métier d'Iconoclast, c'est plutôt le métier de maestro et d'autres nouvelles écoles. Mais le métier de product manager qui n'existait pas hier, aujourd'hui, maintenant, existe dans les grands groupes. Juste après, j'ai d'ailleurs un talent qui était product manager à la BNP et qui m'appelle pour parler talent, enfin, pour parler recrutement. Donc, on voit bien que toutes ces notions sont encore absentes des écoles de commerce et des structures un peu classiques. Il faut absolument en parler. Donc, je pense que c'est la reconnexion des deux mondes. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les offres d'emploi non genrées, donc il y a des bonnes pratiques aussi dans l'étude de Judith Tripart, je vous enclin vraiment à lire, et qui dit qu'on évite des compétences trop importantes parce que les femmes ne postulent que quand elles ont toutes les compétences. Donc, travailler plutôt à la tâche. D'ailleurs, Anne-Véronique, je ne sais pas si vous utilisez aussi ça. Et puis, sortir aussi un petit peu, je vous donne, en fonds d'investissement, ce que j'ai pu entendre, c'est que les femmes étaient mauvaises parce qu'elles ne sont pas assez pushy, bold. Et tu vois, ça, j'en peux plus parce que peut-être qu'en fait, les femmes ne sont pas forcément comme ça, mais ce n'est pas ça qui font qu'elles seront meilleures ou moins bonnes. Peut-être que juste, elles changeront le game. Et tu vois, ce côté vraiment soft skills qui définit aussi un métier. Bien sûr, quand on est sales, et je veux bien du coup, Marie, ton avis et même celui d'Anne-Véronique, quand on est sales, il faut qu'on soit un peu plus pushy, mais on n'a pas besoin d'avoir cette agressivité en soi pour exceller, quoi. Donc, c'est ce côté très genré parfois des jobs, je trouve vraiment dommage. Et vas-y, Anne-Véronique. Peut-être juste pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que tout ça, en fait, on en revient à une question d'éducation. Et d'où l'importance d'avoir formé tout le monde, y compris les fonds d'investissement, à ces sujets des biais inconscients qui finalement limitent leur capacité à appréhender les compétences dont on va avoir besoin pour un job. Donc, moi, je pense que finalement, ça ne fonctionne que si on est conscient de justement nos biais. Ouais. Et ces biais se renforcent lorsqu'on est dans des univers où tout le monde est strictement pareil, ce qui, je pense, est fréquemment le cas. Donc, ouais. Mais qui devient nocif aussi, et particulièrement aussi nocif pour les petits électrons qui font partie de ce groupe-là, tu vois, et qui, pour pouvoir communiquer avec les autres, sont aussi parfois obligés de se maquiller soi-même, donc ne plus être soi-même aussi, et du coup mettre à mal parfois ses valeurs pour avoir cette coloration uniforme et se fondre dans la masse, ce qui est très dommage. Marie, tu veux rebondir? Je sens que tu as 10 000 trucs à dire. oui. Non, mais en fait, ça me fait beaucoup rire parce que typiquement, tu parlais des commerciaux. En fait, on a cette idée un petit peu vieillotte de penser que le commercial, c'est le mec avec ses grandes dents blanches, avec son tapis sous le bras qui vient de vendre un truc au forceps. Alors qu'aujourd'hui, nous, on a 40% de femmes d'ailleurs dans les étudiants de chez Iconoclast. Donc, on essaie vraiment d'attirer des filles dans ce métier. Et je pense que c'est en leur expliquant que c'est mathématique. En fait, quand tu suis une méthode, quand tu es sales, tu closes. Et aujourd'hui, c'est fini le truc la parlotte, je te force, machin, ça n'existe plus, quoi. C'est vraiment, pour nous, une méthode sales,
C'est vraiment c'est mathématique. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que typiquement dans le métier de commercial, tu parlais de qualités que les femmes, elles peuvent mettre en avant. L'écoute active, c'est une des choses qui fait qu'on signe le plus. Et en fait, l'écoute, c'est quelque chose que nous, les femmes, on a beaucoup. Et je pense qu'en fait, c'est ce genre de choses qu'on devrait mettre en avant plutôt que de dire, en fait, les femmes, elles ne sont pas comme ça. Les femmes, elles sont comme ça. Et cette qualité fait que elles y arriveront. Donc, je pense que c'est exactement ce que tu viens de dire avant, au lieu de mettre en avant des qualités qu'on n'a pas spécialement. Et encore, enfin, moi, personnellement, je ne me reconnaissais pas dans ce que tu disais, mais je pense que on est tous autant différentes qu'on est de femmes. Et au lieu de mettre en avant des trucs qu'on n'a pas spécialement, mettons en avant des trucs qu'on a, quoi. Et en fait, ouais, on écoute. Donc, oui, on peut vendre très, très bien même. Ouais, bien Ce que sûr. tu veux dire, c'est qu'il faudrait rédiger les offres d'emploi avec des biais positifs pour en inclure que des personnes issues des diversités. Bah, écoute, enfin, pourquoi pas? J'avais jamais réfléchi à la question jusqu'ici, mais pourquoi pas? En tout cas, Ça peut attirer. Mais c'est aussi une affaire de mindset du recruteur, parce que moi, j'aimerais bien réagir là-dessus sur un aspect qui est totalement différent. C'est que le principe de l'éducation positive, quand on fait de l'éducation positive avec ses enfants, moi je suis père de 2 enfants, c'est de se baser sur les qualités de ses enfants et pas leurs défauts. C'est de les faire grandir sur leurs qualités. C'est de ne pas leur faire remarquer qu'à chaque fois qu'ils renversent l'eau sur la table. Mais de dire, bah, c'est pas grave, va chercher l'éponge, ah, bah, tu sais très bien chercher l'éponge, c'est top, etc. Et je prends cette image, elle pourrait paraître très paternaliste, mais elle ne l'est pas du tout. C'est juste quand on regarde quelqu'un, est-ce qu'on regarde ses qualités, ce qu'il arrive à faire, ou est-ce qu'on est toujours à lui dire « et voilà, voilà ». Il y a encore une faute d'orthographe dans le mail que tu as envoyé. Donc forcément, tu ne vas pas y arriver. Et donc ça, je pense que c'est une affaire d'état d'esprit du management. Nous, on travaille beaucoup là-dessus chez Live4Good en amenant des entreprises et des grandes entreprises à nous fournir des coachs qui vont aller coacher des entrepreneurs et qui, pendant 9 mois, donc c'est des managers, qui vont aller pendant 9 mois coacher un entrepreneur et qui vont découvrir ce que c'est que l'innovation sociale, pas à la sauce d'un grand groupe, mais à la sauce de en 2 heures, maintenant, tout de suite. Et donc, transformer les mentalités du management et les mentalités des personnes, c'est tout aussi important que l'offre de recrutement. Parce que l'offre, elle a beau être open, si derrière, il y a un manager qui est un peu à l'ancienne, en mode Fordiste, ça ne va pas marcher, la diversité, c'est impossible. Donc, il y a vraiment une affaire d'état d'esprit du management qui est clé. Et alors moi, je ne peux qu'être 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, Gabriel. Merci. Je pense qu'on devrait le répéter à la fois pour nos enfants, mais aussi pour les gens en entreprise. Voilà, travailler sur les qualités des gens, leurs forces, souligner leur réussite, c'est hyper important. Et c'est là où peut-être qu'on a un biais culturel aussi, parce que je pense que c'est très lié à notre éducation française, notre système très élitiste. Et on ne retrouve pas ça, ou beaucoup moins ça, dans les entreprises, dans un monde anglo-saxon. Et je pense que c'est bien de faire évoluer les mentalités sur ce sujet. Et qu'effectivement, selon le regard qu'on porte sur les gens, ils sont capables de choses incroyables, ou au contraire, ils restent coincés dans leurs difficultés. La culture de l'échec, finalement, aussi, de pouvoir se tromper, de pouvoir rebondir et de pouvoir essayer d'aller vers le bon côté des gens, quoi. J'ai eu aussi des situations ubuesques en entreprise avec des patrons, des boss qui me disent « mais elle ne sait même pas rentrer une facture. » Bah, peut-être qu'elle en a marre de rentrer les factures, en fait. Et tu vois, il a fallu que je dise ça à cette personne, qui se dise « bah ouais, en fait, peut-être qu'il faut essayer autre chose que de faire rentrer une facture. » Alors évidemment, si tu es comptable, c'est compliqué. Mais peut-être que, tu vois, juste élargir le champ des possibles pour une personne et plutôt l'accompagner dans ses difficultés, essayer de comprendre ce qu'il a plutôt que exactement ce que tu disais avec le verre qui se renverse, acte, punition, tu sais. Mais ça, c'est en effet super culturel, je pense. Et on switch petit à petit, je trouve, vers cette culture du droit à l'erreur, du switch, comme tu disais, Marie, avec la reconversion. Enfin, moi, je suis une adepte du Switch et j'ai fait Switch Collective. D'ailleurs, je vais partager aussi ce qu'ils font, qui est aussi une boîte qui s'est lancée dans la formation et la reconversion des gens sur du bilan personnel et du coaching. Je vais prendre juste la question du coup de Patricia, parce que je vois l'heure avancer, sur le quota. C'est une mesure proactivement corrective de l'architecture invisible discriminante. Cette phrase est très belle. Poussez-vous d'autres mesures correctives? On en a un petit peu parlé ensemble. Je pourrais imaginer des cours intensifs anglais pour jeunes talents issus de la diversité pour travailler dans une boîte anglo-saxonne, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres outils que simplement les quotas? Alors, les quotas, on a compris que chez Google, chez Live4Good, vous passiez quand même par des quotas à un moment pour avoir une femme à la fin. Ou des jeunes de milieux différents. Est-ce qu'il y a d'autres outils? On a parlé de la formation, du coup.
des managers avec Coach for Good, hein, c'est ça, Gabriel. Et puis, au biais inconscient, on a pas mal parlé de formation. Est-ce qu'il y a d'autres outils sur lesquels on pourrait travailler? Côté Live for Good, il y en a 2 qu'on a mis en place. Le premier truc, c'est de se dire que le processus de sélection doit être un moment où on gagne en compétences. C'est-à-dire que ne pas juger le processus de sélection comme soit je suis sélectionné, soit je ne suis pas sélectionné, et donc en fait, je repars avec soit j'ai une défaite, soit j'ai une victoire. Donc typiquement, nous, on fait des jurys où on reçoit tous nos entrepreneurs qui sont en cours de sélection et on les fait travailler ensemble pendant une demi-journée sur leur projet collectivement. Donc ça les amène à être dans une posture de partage, d'échange, ils y gagnent vraiment sur leur projet. Et ça nous permet aussi de détecter cet aspect, cette capacité à écouter l'autre, à être dans de l'écoute active, à détecter aussi des compétences justement qu'on ne verrait pas dans un entretien one-to-one avec quelqu'un qui est en costume cravate et qui pose des questions qu'il faut bien au bon moment avec un petit sourire narquois de temps en temps. Donc voilà, donc ça c'est un premier sujet qui est très important. Et le deuxième sujet, il ne faut pas le sous-estimer, c'est que quand on travaille avec des gens qui sont plus loin, voire très éloignés, nous, ça nous arrive d'accompagner vraiment des gens qui sont en grande difficulté, qui sont très, très loin d'être en capacité d'avoir un projet entrepreneurial à la base, il faut plus les accompagner. C'est-à-dire que si on fait comme pour les autres, non, ça ne marche pas. Ce n'est pas juste magique avec ils ont l'envie, ils ont la banane, donc ils vont y arriver. Non, il y a des blocages inconscients. Et donc, nous, typiquement, on travaille beaucoup justement sur comment les faire évoluer en termes d'état d'esprit. On travaille sur une notion qui s'appelle le leadership positif, qui est justement comment j'arrive à accepter qu'un échec peut être une réussite. Ça, je ne peux pas le faire tout seul tout de suite. Ce n'est pas juste, moi j'en ai marre de ce que j'entends tout le temps là sur les entrepreneurs qui échouent, c'est top parce qu'ensuite ils vont réussir. Non, ok, ça arrive que ça se passe comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se prennent des baffes et qui n'arrivent pas à se relever. Il faut arrêter de… C'est pas juste magique. D'ailleurs, il y a beaucoup de mal-être chez les entrepreneurs. Ouais. C'est très difficile de rebondir. Exactement. On voit que l'iceberg, voilà. Voilà. Et donc, c'est super important de travailler et de faire grandir les gens sur leur état d'esprit. On travaille beaucoup donc, sur cette notion de leadership positif pour leur donner des outils pour savoir gérer l'échec, pour savoir gérer le conflit, pour savoir gérer tout ça et être en posture justement de mieux vivre tout ça. Donc, je pense que c'est hyper important de ne pas être que sur des savoir-faire, mais être sur le savoir-être, faire grandir les gens sur leur savoir-être. C'est une responsabilité quand on veut être dans une approche de la diversité. Ouais, super. Nous, ce que nos entrepreneurs avaient, ce que les équipes Talent Acquisition avaient mis en place dans les différents calls qu'on a pu avoir avec l'écosystème sur ce sujet de la diversité, il y avait la question du quota, elle ne se place pas seulement dans les recrutements, la question du quota, elle se place aussi dans ce qui a été dit et que je trouvais très inspirant dans les personnes qu'on présente aux managers. Donc, par exemple, le premier recruteur peut dire que je ne présente pas, et moi, c'est ce que j'essaie de faire, je ne présente pas, par exemple, un homme tant que je n'ai pas en face une femme à proposer. Et si en plus de ça, je peux, tout au long du process de recrutement, faire rencontrer des managers ou des personnes qui viennent de l'équipe qui vont venir juste même partager un café ou même évaluer et qui sont issus d'une ou des diversités, je trouve ça super intéressant parce que ça montre à la personne que ça existe déjà en interne, qu'il y a une compréhension de ces enjeux ou en tout cas un désir d'aller vers ça et que c'est pas en fait une suite d'hommes blancs qui va l'évaluer jusqu'à l'équipe fondatrice avec le CEO et comme toutes les photos de levée de fonds qu'on voit en ce moment, où les équipes fondatrices sont exactement les mêmes. Et ces deux outils-là, à la fois, je pense que c'est vraiment nécessaire à faire comprendre que c'est un environnement qui est bienveillant, ou en tout cas qui a vocation à le devenir. Et en plus de ça, on met en place des choses, je suis d'accord avec Gabriel, on fait l'effort de peut-être travailler un peu plus longuement, mettre plus de ressources pour que ce soit une situation d'égalité ou en tout cas d'équité de chance. Pour revenir sur ce que tu disais, Antoine, tu as des boîtes qui vont beaucoup plus loin où ils n'acceptent pas de venir parler si le panel n'est pas à 50-50. Bon, là, nous, on essaye aussi de faire super gaffe à ça avec Isabelle quand on monte nos panels pour Partech. Bon, là, on est à deux, on a reperdu Gabriel, mais on est à 2 femmes, 2 hommes. En tout cas, on essaye de faire super gaffe. Morgane nous dit, autre outil ou action, débiaiser les recrutements et les entretiens annuels. Pratique le genre ou diversité budgeting, ne pas pratiquer la technique de l'alibi, faire attention à la composition des équipes en interne, créer une charte d'engagement diversité propre à l'entreprise, ça c'est encore trop peu, et avoir un référent diversité dans l'entreprise, c'est vraiment une bonne pratique aussi qui marche pas mal dans les startups et ça veut, c'est au sens large, diversité,
Tu as du whistleblowing aussi. Je pense que Anne-Véronique, toi, si tu bossais dans des grands groupes, moi, j'ai toujours connu le whistleblowing. C'est un email. Franchement, je pense que c'est une bonne pratique aussi des corporates. C'est un email neutre. Et tu peux aller aussi parler de sujets de diversité, d'inclusion, de harcèlement. Tu envoies ça à cet email et ensuite se débloque soit une enquête interne, soit au moins… Mais tu as quelqu'un à qui parler qui, normalement, est neutre. Donc, il y a effectivement bien ça dans la plupart des grands groupes. Après, je pense que ça, c'est un peu l'outil d'extrême urgence pour régler le cas qui est avéré et qui est c'est plus la… c'est plus… On n'en arrive pas là. Après, peut-être juste pour partager, donc nous, on a aussi quelqu'un qui est en charge, toute une équipe qui est en charge de tout ce qui est diversité et inclusion. Et puis, peut-être une autre bonne pratique pour s'assurer que justement, ces biais-là ne sont pas opérants, notamment lorsqu'on promeut les gens. Donc, sur chacun des cycles de promotion, donc là où les managers se regroupent et du coup discutent de qui doit être promu et comment on évalue la performance, nous, on fait souvent, quasiment tout le temps, intervenir un champion anti-biais qui n'est pas quelqu'un de l'équipe, qui a été formé et qui s'assure en fait que dans tout ce qui va être justification et explication de la promotion, justement, il n'y a pas de biais qui s'opère. Donc, c'est quelqu'un de neutre et qui a un peu cet effet miroir pour l'équipe. Ça, c'est assez facile à faire. Je pense, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et du coup, je pense que c'est intéressant à partager. Super, merci. On va juste reprendre aussi Morgane qui nous disait il y a dans la tech concernant les femmes, mais aussi les diversités, un souci majeur de culture, évidemment. On commence vraiment à le savoir. Une étude menée par l'OCDE montre que parmi les diplômes en sciences, 71% des hommes et seulement 40% de femmes travaillent en tant que professionnels de la physique, des mathématiques, de l'informatique, de l'ingénierie, ce qui montre un problème d'attrait pour les femmes. Là, je pense qu'on parlait de rôle modèle avec Gabrielle, on est en plein dedans. Il n'y a pas assez de rôle modèle, les médias ne travaillent pas assez sur ces sujets. Ça commence à venir. Moi, je suis hyper optimiste et sinon, je pense que tout le monde autour de la table, on ne serait pas sur ces sujets. Mais il y a un gros travail à faire au niveau de l'éducation et aussi au niveau des rôles modèles féminins. C'est pour ça que je pense que vraiment de placer des femmes et des hommes issus de la diversité à haut niveau, ça changera le game parce que ça sera des rôles modèles aussi pour tous les jeunes qui sont à l'école. Surtout, elles sentent qu'elles n'appartiennent pas à ce milieu. En effet, selon une enquête reprise par The Guardian, 73% des employés de la tech pensent que c'est une industrie profondément sexiste. Il y a eu tellement de scandales aussi, pour ne parler que de ceux de Uber, avec vraiment des comportements, une culture ultra sexiste. Et puis là, le compte qui s'est monté, Balance ta startup, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, je pense Antoine évidemment, mais pour Anne-Véronique, Gabrielle, c'est un compte sur les réseaux sociaux qui dénonce du harcèlement, mais de tout type, quoi. Donc, ça peut aller sur du genre, aussi beaucoup de problèmes à l'intérieur des boîtes, dont le sexisme. Et d'ailleurs, c'était sorti de Balance ton agency, qui aussi, c'était plutôt dans les milieux des agences de pub et de design sur des comportements très sexistes. Donc, c'est sûr qu'il y a encore un énorme boulot à faire. En même temps, la parole commence juste, j'ai l'impression, à s'ouvrir sur ces sujets. Je ne sais pas si vous partagez autour de la table, mais j'ai l'impression que c'est très nouveau, quoi. D'ailleurs, il va falloir après… Petite remarque là-dessus, Sarah, j'ai un petit rebond juste. C'est typiquement dans les équipes tech, c'est très fréquent. Au final, on commence à faire de la diversité et puis on recrute une femme et il y a un squad avec 8 développeurs hommes entre 30 et 40 ans. Ouais. Et vous savez quoi? Ça ne se passe pas bien. Ah bon? Waouh! Il faut se réveiller parfois. C'est-à-dire que la diversité, c'est pas mettre une personne issue de la diversité dans une équipe avec 10 autres personnes. Ça ne marche pas, ça. Et c'est pour ça que construire en amont ces politiques, c'est super important. Moi, je me rappelle, j'ai eu l'occasion chez Enercop de construire une équipe tech. On était à la parité, mais dès le démarrage, on a construit une équipe avec 6 personnes. Il y avait 3 hommes, 3 femmes, et il n'y a pas eu de souci, quoi. Forcément, ça dépend comment on prend les choses. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est aussi important de le dire, hein, dans les outils, c'est ne pas penser qu'on a le quota truc et on le met et ça va bien se passer. Non, c'est pas aussi évident que ça. On arrive au bout de ce panel. C'était assez riche, assez dense.
On essaiera de mettre, donc là dans le chat, vous avez toutes les ressources. J'essaie de mettre au fur et à mesure toutes les ressources dont on a parlé. N'hésitez pas à aller voir tous les outils, les études qu'on a mentionnées. Merci beaucoup pour vos questions. Morgane, dans l'Assemblée, Patricia, etc. C'était vraiment cool d'avoir cette interaction avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et puis, j'enclin est-ce que, en tant que speaker, vous pouvez mettre vos emails pour les attendees comme ça, s'ils ont d'autres sujets à aborder avec vous, ils peuvent aussi vous joindre comme ça. Merci Marie, super Gabrielle. Je voulais évidemment remercier nos 4 speakers ce matin, Marie, Anne-Véronique, Antoine, Gabriel. C'était un plaisir et un honneur. Moi, je l'ai perdu, pas bon. De sujet absolument fondamental. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est bon, Sarah, c'est bon. Pourquoi je t'ai pas dit, T'as été Antoine? 2 secondes. Non, tu as été coupé juste au moment où tu disais c'est un honneur. Ah, c'est un honneur, excusez-moi. Ça doit être ma connexion. Non, je disais, c'est un honneur de vous avoir ce matin avec moi de ce sujet ô combien passionnant. Je suis désolée, c'est ma connexion qui est un peu instable. Merci et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci. Salut tout le monde. Au revoir.